L'Europe doit se mobiliser et faire en sorte que des acteurs émergent et croissent vite et deviennent des leaders mondiaux. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, en compagnie de Charles Becbédé. Charles, bonjour et merci pour ton invitation. Bonjour Numa, c'est toi qui m'invites. C'est vrai, mais c'est toi qui nous reçois. C'est vrai, merci en tout cas. Dans tes magnifiques locaux, merci encore pour organiser cela. Tu fais partie des grandes figures du secteur spatial par un abord finalement que l'on attendait moins, c'est-à-dire l'abord financier, parce qu'effectivement c'est très important, notamment à l'époque du New Space où toutes ces startups qui fleurissent ont besoin de financement. De carburant. Exactement. Je suis ingénieur aérospatial. Écoute, la transition est toute trouvée parce que tu sais, il y a une grande tradition dans ce podcast, c'est d'en savoir plus sur l'invité. Donc Charles, première question, quel est ton parcours naturellement? Moi, lycée Louis-le-Grand, école centrale de Paris, option Air Espace. Et service militaire dans l'aéronautique navale, puis premier job chez Matra Marconi Space, aujourd'hui partie d'Airbus, Defence and Space, à Toulouse. Et puis ensuite, c'est vrai, je suis parti, j'ai fait de la banque d'affaires, complètement autre chose. J'ai été ensuite entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises, self-trade, à la fin du XXe siècle, qui était une sorte de broker online, donc un leader de la fintech, avant qu'on parle de fintech. Et puis Poweo dans l'énergie. Donc on était à la fois un petit concurrent d'EDF et on produisait aussi de l'électricité. Et puis plus récemment, depuis 15 ans, Audacia, donc qui est l'entreprise que je dirige, que j'ai fondée et qui est une entreprise de private equity. Donc en effet, après avoir été entrepreneur, je suis maintenant accompagnateur d'entrepreneurs et j'essaye de le faire de façon entrepreneuriale et avec une spécialisation sur la deep tech, donc sur le venture deep tech. Ça, c'est de l'anglais pour dire capital risque en ingénierie, en sciences de l'ingénieur, donc que ce soit les technologies quantiques, que ce soit donc le spatial ou aussi le nouveau nucléaire. Oui, parce qu'effectivement, il y a des vagues de renouveau un peu dans tous ces secteurs traditionnels. Il y aura peut-être d'ailleurs qui sait un jour, une entreprise qui sera à cheval sur ces différentes thématiques. Absolument. C'est très intéressant parce que donc tu as effectivement fondé Audacia. Vous avez eu d'ailleurs récemment de magnifiques annonces, notamment pour le New Space français et européen. Donc félicitations. Oui, merci. Pour votre travail. Merci Nouma. En effet, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ce fonds spatial qu'on veut européen, de taille significative, parce que c'est vraiment ce qui manque actuellement dans l'écosystème spatial européen. C'est bien. Il y a un vrai mouvement entrepreneurial. On a 480 entreprises dans notre base de données sur l'aérospace. On a un dialogue continu avec 280 d'entre elles et on a déjà investi dans 14 entreprises du secteur. Mais il faut beaucoup de capitaux pour les accompagner parce que sinon, ça va faire comme la première phase de start-up du New Space il y a 5-6 ans. Beaucoup ont dû aller se financer aux États-Unis. L'idée, c'est qu'on permette l'émergence de leaders technologiques du New Space mondiaux d'origine européenne. Et donc, il faut des fonds de capital risque capables de les accompagner aussi loin que possible. Et c'est pour ça que nous visons 300 millions d'euros. Et là, on a annoncé une étape importante, c'est le partenariat avec le Fonds européen d'investissement qui a annoncé qu'il allait investir 60 millions d'euros dans notre fonds. Donc, ça nous permet de lancer les opérations de first closing pour plus de 100 millions. Et puis ensuite, on va continuer à travailler ces aspects levés de fonds pour aller vers les 300. Mais heureusement, comme je le disais, on a déjà commencé à investir. On a déjà un portefeuille de 14 entreprises dans les micro-lanceurs, dans le Space Situational Awareness, dans les OTV, les Orbital Transfer Vehicles et beaucoup d'autres. Donc, c'est ça aussi qui a permis de convaincre d'ailleurs ce grand investisseur qui est le Fonds européen d'investissement de nous faire confiance. Tu parles justement de convaincre des grands fonds. Ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as commencé finalement dans la technique, dans l'ingénierie, dans le spatial, et puis tu es passé par la banque d'affaires pour revenir vers ce secteur-là. Vu que tu as les deux casquettes, et que c'est un secteur, et que la finance, on la voit moins dans le secteur spatial, en tout cas récemment, comment est perçu plutôt le secteur spatial par les institutions financières? Alors, il y a des a priori et il y a une image fausse, mais qui est en train de se dissiper. Mais il
il y a quelques années, lorsqu'on a démarré, le spatial, c'était perçu comme très risqué, dangereux, et même pas du tout quelque chose où il faut investir et où on peut trouver la moindre rentabilité. Donc on a vraiment dû batailler, faire de la pédagogie et rappeler tout simplement que le spatial est partout. C'est-à-dire que le spatial, c'est le GIEC sans spatial, il peut pas nous dire comment la planète se dégrade à grande vitesse. Sans le spatial, il y a pas de, on commande pas son Uber dans la rue. Il y a pas de pizza à la maison le soir. Enfin, il y a rien sans spatial. Il y a pas de GPS, il y a pas donc de géolocalisation, il y a pas de connectivité dans les zones pas couvertes par le terrestre. Il y a pas d'observation du tout. Donc, bien sûr, le secteur des armées sans spatial, il peut rien faire non plus. Donc, on l'a bien vu avec le conflit en Ukraine. Donc le spatial, en fait, il est partout. Il est déjà dans l'économie de façon très très importante. C'est un peu comme l'Internet. Sauf que c'est vrai que les grandes institutions financières, à part certaines qui sont très spécialisées, qui travaillent avec l'ESA, etc., l'avaient pas encore perçu. Donc là, c'est en train de changer très vite. On le voit, et notre job, c'est de continuer à faire en sorte que cette mutation de la perception s'accélère pour pouvoir apporter, pour pouvoir d'abord nouer des partenariats avec ces grands investisseurs en France et au-delà de nos frontières, bien sûr, et puis ensuite apporter ces capitaux aux meilleures startups que nous sélectionnons. Toi qui as une vision à peu près exhaustive de tous les segments du spatial, tu vois à peu près tous les grands secteurs d'activité au sein de cette industrie. Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent un peu plus de manière intime, un peu plus qui te passionnent finalement quand tu les abordes? Bon, d'abord, oui, bien sûr, je vais répondre à ta question, mais on est quand même exhaustif et on est un fonds d'investissement. Donc un fonds d'investissement, ça a une maturité de 10 ans. On peut pas porter des investissements plus longtemps que ça. Donc c'est pas si court, mais c'est pas très 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 patient. Donc, il faut un mixte de start-up dans un portefeuille d'un fonds qui font qu'il va y avoir des sorties dans 5 ans, d'autres un peu plus tard. Et donc, on peut pas investir que dans des projets hyper capital intensive de hardware, mais on aime bien ça. Donc, on essaie d'avoir un mixte hardware-software, upstream, downstream, infrastructure et solutions disons soft. Mais moi, c'est vrai que maintenant, je réponds à ta question. Je suis passionné par la haute technologie et par la deep tech, et j'aime bien les projets assez disruptifs. Et c'est vrai que ça me fait pas mal vibrer quand il y a une équipe qui vient me raconter qu'elle a peut-être trouvé un nouveau moyen de propulsion en orbite et qui permettrait d'aller sur Mars en 1 mois. Bon, ça c'est sûr, ça attire mon attention et ça me passionne. Alors après, on va travailler d'art pour vérifier que c'est pas du mythe et que la technologie est sérieuse, mais qu'il y a un chemin pour y arriver. Mais ça, c'est sûr, c'est mon rêve. Et puis même une propulsion qui permettrait d'aller en orbite autrement que la façon dont on le fait. Et pour l'instant, c'est l'unique façon. Hein, donc diffuser, ça fait 1000 ans que finalement on n'a pas trouvé mieux. Enfin 1000 ans parce que c'était les Chinois avec les feux d'artifice. Sinon, c'est plus récent évidemment. C'est des merveilles de technologie, ces fusées. La rocketry, comme dit Elon Musk, arrive à maturité et on va le voir avec Starship quand ça va réussir. C'est complètement dingue. Mais la densité énergétique est telle au décollage que c'est Jeff Bezos qui le dit lui-même. C'est quand même très risqué, même si ça va marcher. Et donc, est-ce que c'est le seul moyen qu'on peut trouver pour aller en orbite? Évidemment, moi, je rêve de trouver d'autres moyens. Donc, il y a toujours cet aspect de rêve, cet aspect de chemin. Je trouvais que cette expression est très intéressante parce qu'il y a une ambition quand même un peu. Certains invités ont pu dire sur ce podcast qu'il y avait une vision civilisationnelle du spatial qui parfois manque un peu en Europe. Donc, toi, tu as ce pied justement dans l'ingénierie, dans le chemin, puis dans la rationalité parce qu'il faut effectivement financer. Tu parlais de carburant financier. Si on fait une analyse objective de la situation par rapport à peut-être d'autres d'industries deep tech, est-ce que le spatial a des points forts, a des choses qu'il peut mettre en avant justement pour se différencier dans le grand marché des capitaux? Oui, moi je dirais, pour moi c'est comme l'Internet. Donc c'est vraiment en toile de fond de toute notre économie moderne en fait.
Bon, je pourrais dire ça aussi du quantique. Les technologies quantiques, en fait, en tout cas celle de la première révolution quantique, c'est-à-dire le transistor, le laser, les circuits intégrés, c'est partout. Bon, et maintenant, il va y avoir aussi cette seconde révolution quantique qui accélère. Donc, on utilise d'autres propriétés de la matière, comme l'intrication, pour faire des solutions qui sécurisent les communications et pour faire des ordinateurs quantiques. Mais pour en revenir au spatial, c'est partout, en fait. Le spatial, il faut comprendre, c'est notre nouvelle frontière. Et c'est juste à côté. Et donc, et ça permet d'observer évidemment dans toutes les fréquences possibles notre surface terrestre et même en dessous, ce qui est avec des gravimètres à hypersensibilité ou des magnétomètres. Ça permet donc d'assurer une optimisation totale de la connectivité des hommes, des femmes et des objets. Et donc, il va y avoir les opérateurs telco vont travailler avec des constellations telco et optimiser en permanence les réseaux terrestres et les réseaux satellitaires. Et puis la géolocalisation. La géolocalisation, elle n'est pas encore si précise que ça. Donc la rendre encore plus précise, pertinente et à tout moment. Donc ça, c'est un usage constant partout de nos vies. Donc par rapport à d'autres industries, c'est une spécificité très très forte du spatial. Donc c'est juste immense. Et tout le monde est concerné, toutes les industries doivent maintenant prendre en compte cette nouvelle donne. Est-ce qu'on peut dire que l'économie spatiale s'étend ou est-ce que c'est l'économie qui se spatialise finalement? Oui, c'est l'économie qui se spatialise, tout à fait. Tu as raison, Numa, c'est ça. Donc c'est de même que l'économie s'est digitalisée, l'économie se spatialise et ça va devenir obligatoire. Donc tout est spatial. C'est la troisième dimension. Bon, enfin, il y avait déjà, la troisième dimension dans l'atmosphère, et ça, c'est juste qu'on prolonge un petit peu cette troisième dimension. Tu citais tout à l'heure Jeff Bezos qui parlait justement des risques spatiaux. Alors, navré, étant avocat, malheureusement, on voit aussi beaucoup les risques. Le secteur spatial, c'est bien sûr pas de tout repos. Space is hard, comme on dit dans le secteur. À ton avis, quels sont les principaux risques sectoriels qui demeurent à l'heure actuelle en 2024 dans le New Space, dans le Next Space et qui constituent un point d'attention? Non, mais il y a le risque technologique au lancement. Bon, ça, on en a parlé. Mais après, le risque, c'est pour l'Europe, c'est de rater cette révolution, cette mutation et de ne pas être capable de tenir son rang et de ne pas savoir être souverain sur ce domaine du spatial. Car ça va très vite aux États-Unis, ça va très vite en Chine, même l'Inde nous menace, le Japon. Donc là, l'Europe doit se mobiliser et faire en sorte que des acteurs émergent et croissent vite et deviennent des leaders mondiaux du secteur. Sinon, on va être ringardisé. Donc attention. Donc moi, c'est surtout ça le risque. Donc c'est la vitesse et c'est l'ambition. Il faut que les entrepreneurs européens, qui sont nombreux dans ce secteur, et c'est bien, mais n'hésitent pas à être un peu plus ambitieux. Et n'aie pas peur. Et les Américains nous donnent l'exemple. Ils sont pas complexés. Nous, parfois, on l'est un petit peu. Et on s'auto-limite. On se bride dans nos ambitions parce qu'on dit non, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais et puis on trouvera jamais les financements. Ben si, justement. Et moi, c'est ça ce qui m'anime, c'est tout faire pour que l'Europe tienne son rang et puisse, puisqu'en plus, on a cette excellence académique qui est là. On a des grands groupes aussi, des grands champions mondiaux qui ont fait d'ailleurs la première phase de l'industrie spatiale. Maintenant, il y a ce mouvement entrepreneurial, cette dynamique entrepreneuriale, cette énergie qui bouillonne. Ce n'est pas une bulle, c'est un bouillonnement. Et donc, il faut lui donner les moyens pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout et permettre à des leaders et des nouvelles entreprises aussi disruptives d'apporter leur pierre à l'édifice de ce spatial mondial. Tu évoques le New Space, enfin en tout cas l'industrie spatiale européenne. Juste en quelques mots, quelle est ta vision de cette vague New Space qui commence à avoir une certaine maturité maintenant, en France particulièrement? Comment est-ce que tu vois cette vague? Je définis le New Space, c'est d'abord l'irruption de l'entrepreneur dans un monde qui, il est vrai, alors il y a eu des entrepreneurs
il y a longtemps. Mais c'était plutôt dans l'aéronautique, au début du XXe siècle. Dans le spatial, ça a toujours été quand même un secteur très particulier, bien sûr avec des aspects militaires évidents, et où des grandes agences internationales menaient des programmes très long terme avec des grands industriels du secteur, avec parfois des marges un peu confortables peut-être, et puis des obligations de retour géographique. Donc bon. Et ça nous a donné Ariane, ça nous a donné des leaders mondiaux de la fabrication de satellites, et c'est très bien. Mais maintenant, il faut maintenant que les technologies ont évolué, que la capacité des microprocesseurs a été multipliée par 1000, que maintenant on n'envoie plus un satellite qui coûte 2 milliards de dollars en position géostationnaire. On envoie des satellites qui coûtent $1,5 million à 800 km. Donc il faut en envoyer beaucoup pour faire des constellations. Et donc, ça a complètement changé. Donc, le nombre d'objets en orbite, il y en avait 800 il y a 4 ans, il y en a 8000 aujourd'hui, il y en aura 800 000 dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, il faut les fabriquer, il faut les lancer, il faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres, il faut downloader leurs données. Il y a 1000 choses à faire, et c'est ça que tout le monde, que les entrepreneurs du secteur du New Space ont compris, et ils quittent les grands groupes, où ils sortent quand ils sont plus jeunes, ils sortent des grandes écoles, de nos meilleurs parcours académiques, et ils créent leur boîte, souvent ensemble. Et c'est ça qu'on appelle le New Space. Tu évoques justement l'arrivée des entrepreneurs dans le secteur. Pour conclure cet entretien, j'aimerais bien te donner la parole pour que tu puisses leur parler à travers ce podcast. On voit pas mal de jeunes diplômés, de jeunes ingénieurs qui ont envie de rentrer dans cette industrie spatiale, qui parfois peuvent se dire, il y a déjà une vague New Space qui est partie, c'est peut-être un peu trop tard. Quel conseil tu pourrais prodiguer à un jeune qui se dit, j'ai envie de rentrer dans cette industrie spatiale et de disrupter finalement les choses? Alors là, je l'invite à venir nous voir avec ses idées, ses projets, d'être ambitieux, de ne pas hésiter à penser de façon disruptive. Il y a encore plein de choses. C'est certainement pas trop tard. C'est plus trop tôt, ça c'est sûr. Donc il faut y aller. L'accès à l'orbite, les OTV, et puis les constellations, des constellations spécialisées sur certains use cases, les softwares, les solutions aussi pour les clients, pour démocratiser le spatial toujours plus vers l'industrie et les institutions. Il y a tout à faire, franchement. Et donc les jeunes ou moins jeunes qui envisagent, qui s'intéressent, qui se passionnent pour ce secteur spatial, allez-y. Franchement, il y a encore plein de choses. Pensez aussi peut-être un peu au nucléaire. Il y a des choses à faire. Spatial et nucléaire. Moi, ça c'est quelque chose. J'aimerais bien voir des choses émerger dans ce domaine. Bon, voilà. Et venez nous voir. On est là pour ça. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de propulsion, en tout cas de certains systèmes de propulsion qui pourraient être nucléaires. On parle aussi du fameux réacteur nucléaire potentiellement sur la Lune. Donc, c'est vrai que la jonction entre les deux secteurs pourrait être très intéressante. Peut-être plus spécifiquement sur les aspects financiers. Une jeune entreprise, un jeune projet qui va venir chercher des financements. Est-ce qu'il y a quelques petits points d'alerte sur lesquels il faut qu'il soit particulièrement vigilant pour justement parler à cette industrie financière? Ah oui, très important, en effet. Donc, on est quand même sur la deep tech, on est sur high risk, haute technologie. Donc, quand on crée une entreprise dans ce domaine, il faut viser un marché important. Donc, en centaines de millions, voire milliards de dollars de marché. On pourra pas financer une entreprise deep tech qui se propose d'attaquer une micro niche de marché, parce que on a besoin nous de faire au moins 10 fois la mise sur la totalité de nos investissements. Donc ça nécessite que le marché potentiel soit très important. Et puis après, donc la technologie, il faut établir des partenariats avec des acteurs reconnus pour qu'on puisse nous valider la technologie. Et que que la science est faite et que c'est devenu donc quelque chose pour les ingénieurs, et puis ensuite l'équipe. Il y a des one man show, ça arrive, on en connaît aux États-Unis, mais c'est avant tout une équipe. Moi je suis pas tout seul, c'est une équipe. Expansion, le nom du fonds. On est 8, mais les startups c'est pareil. Nous on regarde, on s'attache beaucoup à ce qui est un fondateur, bien sûr, il faut un capitaine, mais c'est bien qu'il y en ait aussi d'autres, qui ait
qui se partagent parce le chemin sera long et il y aura des moments difficiles. Donc, en général, dans une équipe, on n'est pas tous déprimés au même moment. Donc, ça, c'est important. Puis, pour pas aussi se prendre trop au sérieux, il faut être ambitieux, un peu mégalo, mais il faut pas être mytho. Donc, ça aussi, c'est important dans l'entrepreneuriat. Voilà, bon vent. Donc, trouvez des cofondateurs et sachez aussi bien partager le capital entre vous. Ça s'apprend pas dans les livres de corporate finance. Et puis ensuite, surtout, venez nous voir. Et d'avoir un bon pacte d'associés aussi, c'est important, même si après, quand les fonds rentrent... En effet, très important. Charles, il me reste à te remercier vraiment chaleureusement pour ton accueil et pour ces informations, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce secteur et qui regardent avec admiration ce que tu as fait. Félicitations pour tout ce travail qui a été fait par Expansion au service du New Space européen. Merci à toi de m'avoir invité. À très bientôt. Merci.